Et rebonjour, nous sommes de nouveau sur le plateau de Metz Story en direct ici au Parc des Expositions de Metz pour cette émission spéciale jusqu'à 18 h en direct avec de nombreux invités et avec aussi notre ami Rico qui est en train de faire le tour des stands et qui est à votre rencontre. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à revenir aussi ici, il va faire un concours dans pas longtemps pour gagner des goodies et plein de beaux cadeaux. Et puis on continue avec les invités qui viennent sur le plateau toute la journée pour parler de cet événement spécial Metz Story pendant 2 jours à Metz. Et aujourd'hui on va parler d'un mélange qui paraît évident aujourd'hui mais qui ne l'était pas franchement au départ, c'était la cuisine et la culture geek. On est avec Gastrono Geek, salut. Salut. Avant avant Gastrono Geek, il y avait peu de gens qui se disaient tiens, si on va recréer des plats d'Harry Potter, de Zelda, de Star Wars dans la vraie vie. Alors avant moi il n'y en avait pas. Il y a eu 2-3 livres qui sont sortis sans photos, sans sans travail graphique. C'était plutôt des bouquins. Il y avait un livre aux États-Unis sur la cuisine des Sopranos. Ouais. Mais parce que le producteur de la série, pareil, est un gourmet et donc il trouvait que c'était un produit dérivé un peu intéressant. Nous, on est les premiers avec mon équipe à être arrivés en disant on veut faire un vrai livre de cuisine dans les grandes règles du livre de cuisine, avec un super photographe, une belle direction artistique. En étant le plus en immersion possible dans les univers imaginaires. Ouais. C'est des livres, c'est vrai, c'est des beaux livres, c'est vraiment des livres de recettes en plus d'être des livres de cuisine. On y apprend des vraies recettes qu'on peut refaire. Comment t'expliques à ceux qui ne te connaissent pas encore ce que c'est exactement le concept de Gastrono Geek ? Le concept, c'est très simple. Moi, je permets aux gens de reproduire chez eux, quand ils en ont envie, quand ils veulent faire une soirée à thème ou quand ils veulent simplement se faire un plateau télé ou une partie de jeu de rôle et ainsi de suite, à cuisiner ce que mangent leurs héros ou ce qu'on peut manger dans leurs univers imaginaires favoris. Moi, j'ai pas vraiment de limite. On travaille dans les mondes du jeu vidéo, on travaille dans l'heroic fantasy, la science-fiction. Ce sont que des univers que moi j'adore lire, regarder, binger ou jouer. Et j'ai la même passion pour la cuisine que je l'ai pour la pop culture, avec cette caractéristique qu'on a, je pense toi aussi, d'être des jusqu'au boutistes, d'avoir le fond du fond du fond de chacun des secrets. Et en fait, moi je fais un pont entre les deux, entre la cuisine et la pop culture, pour que tu puisses prolonger l'immersion et te remplir l'estomac correctement. Il y a un truc très vrai dans ce que tu dis, par exemple pour une soirée jeu de rôle, pour le coup on en a parlé tout à l'heure avec Julien Bardakov des jeux de rôle, on en a parlé avec Marcus aussi. C'est vrai que pour une soirée jeu de rôle, ça participe de l'ambiance aussi, de faire un peu tout ce décorum que tu as autour. Bien sûr. Nous, si tu veux, moi quand j'ai commencé Gastrono Geek, on avait... c'est une phrase que je dis beaucoup, que j'ai beaucoup dit en 12 ans, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que les geeks c'est chips, pizza, coca, tu vois. Et quiconque a déjà fait une après-midi de jeu de rôle sait que ça ressemble à ça. Après, c'était aussi une manière de mal regarder les geeks, alors que quiconque a déjà fait une soirée match mange pas mieux, tu vois. Donc moi j'ai creusé le truc en me disant chips, pizza, coca, non, en fait on doit pouvoir faire mieux. Et en regardant certains univers imaginaires, beaucoup au Japon, parce que c'est quelque chose qui est très important pour eux, aussi important pour eux que pour nous en France. La gastronomie, elle est très présente dans les œuvres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça. Moi, je faisais du jeu de rôle il y a une quinzaine d'années, enfin j'en fais depuis que je suis ado. Mais c'est vrai que d'arrêter d'acheter des pizzas et des snacks à la con, et si tu sais que dans ton scénar, tu as une scène dans une auberge, et que tu cuisines le plat du jour de l'auberge, d'un coup ton aubergiste, quand il interface avec les joueurs, il apporte quelque chose de plus. On amène le repas dans une vaisselle d'auberge et les joueurs ne sortent plus du jeu et de l'immersion, restent dedans et en plus se régalent. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Entre la passion de la bonne cuisine et la passion de la pop culture, qu'est-ce qui est arrivé en premier chez toi ? Ce qui est arrivé en premier chez moi, c'est la pop culture. Parce que mes parents voulaient que je fasse tout sauf de la cuisine. Mon père était boulanger, il est à la retraite. Il savait à quel point c'était un métier compliqué et il fait partie de cette génération de gens qui pensaient qu'il fallait mieux que j'ai un bac et que je fasse avocat ou médecin que des métiers de la restauration. Donc j'ai baigné là-dedans, j'ai grandi là-dedans et la cuisine c'est arrivé sur le tard quand j'ai commencé à vivre tout seul et que je voulais pas manger forcément pas bien et je me suis rendu compte que je savais déjà un paquet de trucs parce que j'avais la famille que j'avais et ensuite je me suis mis à bosser et quand le premier livre a marché, j'ai tout plaqué, j'ai fait que ça. Justement, vous faisait beaucoup à manger chez toi. Moi j'ai un souvenir vraiment j'ai appris et j'ai découvert ma passion pour la cuisine en étant assis sur le plan de travail à côté de ma mère qui était en train de faire à manger. Ouais, c'est un peu ça. En fait, moi
Mon père a toujours cuisiné à la maison, pas de plat préparé, pas de trucs comme ça. Donc si tu veux, au quotidien, tu vois des gens faire à manger tout le temps, ça t'intéresse, c'est bon, donc tu as envie que ça revienne sur la table, tu vois. Et moi j'avais des parents qui avaient un métier chacun très compliqué. Donc nous apprendre à ma sœur et moi très jeunes à cuisiner, c'était nous permettre d'être autonomes et de pouvoir préparer le repas, aider à la maison et ainsi de suite. Moi c'est venu comme ça, si tu veux, les souvenirs sont venus comme ça. Les premiers univers là, qui t'ont marqué dans la pop culture et qui t'ont peut-être donné aussi envie de faire ça, c'était quoi, tu t'en rappelles? Ouais, le tout premier souvenir lié à la bouffe, et c'est pas un super moment, c'est Taram et le chaudron magique. Parce qu'il y a une sombre histoire de cochon, de chaudron et compagnie. Et que en fait, c'est un premier gros contact avec la fantasy. Et les premiers vrais gros repas dans la bouffe, c'est peut-être Harry Potter. Là où c'est Harry Potter en 2000, je me suis dit, il y a un truc à faire. Parce qu'il y a vraiment les moments de pause dans les moments d'exposition de scénario et les moments de pause dans l'intrigue et dans l'action se font généralement autour d'un repas ou autour de quelque chose à manger. C'est vrai, parce qu'il y a des licences très grand public dans ce que tu proposes, mais il y a aussi des trucs qui sont très pointus, ouais. Genre du Call of Cthulhu, qui est un univers, l'univers Lovecraftien qu'il y a dans tes livres, ouais. C'est aussi quelque chose de très pointu pour les gens. En fait, l'objectif avec le projet Gastronogeek, c'est de parler au plus grand nombre, donc de dire, bah voilà, t'es fan de comics, tu sais qui est Superman et Thor. Peut-être que tu es moins pointu sur Hellboy ou Sandman. Alors, je te parle de ça il y a 15 ans. Ouais. Maintenant, il y a eu les films, il y a eu les séries, ça s'est totalement décrotisé. Mais à ce moment-là, ouais, Cthulhu, c'est encore très niche en France. Et c'était important que ce soit dedans parce que ça existe depuis la fin des années 20. C'est la base du cinéma d'horreur psychologique et fantastique repose beaucoup sur ça. Tu as des grands créateurs et cinéastes comme Guillermo del Toro qui sont vraiment baignés dans la culture Lovecraftienne. Donc c'était important que ce soit dans nos livres. Pourquoi la cuisine, selon toi, c'est aussi important dans pas mal d'univers de fiction? Par exemple, il y a les Lambas dans Le Seigneur des Anneaux, il y a les Senzu dans Dragon Ball. Après, évidemment, il y a aussi tous les films, la cuisse, la soupe au chou, le grand restaurant. Mais c'est quand même quelque chose d'important dans l'univers de fiction, la cuisine. Si tu veux, la cuisine, c'est un truc qui te permet de comprendre que tu as un point commun avec tes protagonistes et ça permet aussi d'ancrer tes héros et tes personnages dans une histoire que n'importe quel lecteur ou n'importe quel spectateur peut comprendre. C'est-à-dire que fondamentalement, tous les héros qui sont plutôt qui vont avoir une forme anthropomorphique, c'est-à-dire qu'ils vont nous ressembler vaguement, ils ont besoin de manger. Et le repas, c'est un moment où on est habitué à être sur un temps long. Donc c'est un moment sur lequel, quand tu es auteur ou réalisateur, tu peux t'en servir pour faire de l'exposition. Typiquement, Game of Thrones, les rares moments où ça mange, soit on fait un plan pour tuer des mecs, soit on tue les mecs. Ils ont fini de manger. Soit on les tue et on les sert à manger. Tu vois. Donc c'est un truc, Harry Potter, pareil. On présente les personnages au banquet de Poudlard, ça mange. La fin du banquet d'Halloween est coupée parce que on trouve un ogre dans les toilettes et dans les cachots. Il y a plein de scènes comme ça. La scène du chocolat où Rémus Lupin le donne à Harry dans le Poudlard Express. Tu vois, c'est tout le temps dans des moments avant ou après quelque chose, parce que ça permet de créer une pause et ça permet de crédibiliser les personnages par rapport à leur univers. C'est vrai qu'il y avait Alexandre Astier qui est à l'origine de l'univers de Kaamelott, en parlait aussi. Dans le scénario, c'est aussi simple de faire des scènes. Il disait c'est simple de faire des scènes au plumard ou en train de bouffer. Parce que c'est le moment où tu peux poser tes personnages. En plus de ça, alors Alexandre Astier, c'est pas un gars qui est très versé dans la gastronomie. C'est-à-dire qu'il a des personnages qui sont des vrais gourmands. Mais lui, c'est pas vraiment un vrai gourmand. Enfin, je le dis en le connaissant. C'est un gars qui mange pour manger, quoi. Mais il a pas de. Faut pas l'imaginer comme Caradoc. Du coup, c'est encore plus beau de savoir qu'il y a des personnages comme Caradoc. Aujourd'hui, il y a encore du contenu à faire en livre sur des recettes dédiées à des univers. Tu as encore plein d'idées pour la suite? Si tu veux, moi je navigue sur un courant d'eau qui ne se tarit pas. La pop culture, l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on va développer le plus, quoi. Aujourd'hui, le monde, il est dégueu. T'as des guerres partout, t'as des vrais problèmes, voilà, c'est un truc, on a une réalité qui est très compliquée, c'est pas nouveau, hein, mais ces temps-ci on bouffe bien,
Et généralement, la pop culture, elle ressort de ça parce que les gens ont besoin de respirer, ils ont besoin d'imaginer. Et la pop culture, elle sert autant à leur permettre de s'évader qu'à leur permettre de prendre conscience vraiment du monde dans lequel on est. Donc moi, si tu veux, c'est une matière, c'est un tissu qui continue à m'être fourni. Des idées, j'en ai. Là, on fait un nouveau projet de financement participatif sur Ulule le 8 juin, autour des nouvelles recettes de Zelda. Parce qu'entre mon premier livre sur Zelda de 2021 et là, ils en ont sorti 2 autres avec quasiment 90 nouvelles recettes. Et puis, il y a toutes les autres références de Zelda qu'on n'avait pas traitées précédemment. Et puis, bah oui, si tu veux, là, si vous avez vu Spider Noir qui vient d'arriver sur Prime Video, il y a une scène où Ben Reilly est dans un diner avec son pote journaliste. Sur la table, vous voyez juste des mecs manger. Moi, je vois du hot dog, des frites, une tarte à la cerise, une cobbler pie, tu vois. Et si il y a une scène où on va en parler, eh ben, c'est de la matière pour moi pour travailler. Est-ce qu'il y a un plat fictif, alors même dans cette fiction, que tu rêverais de goûter, qui soit mangeable ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver? C'est compliqué parce que là, on est à 32 livres, j'ai dû écrire presque 2000 recettes. Il y en a pas beaucoup qu'on n'a pas fait. Tu les as toutes goûtées, les recettes? Ouais, bien sûr, c'est obligatoire. On les cuisine, on les prépare et après on les prend en photo. Non, il y a un truc que j'ai pas envie de manger, c'est une question qu'on me pose beaucoup, donc j'adresse ce message. Non, le gloubi-boulga, ça va. Et ça me va parce que de toute façon, on est vieillissant. Toi et moi, on est vieillissant. Donc c'est fini, ça. C'est une question qu'on me posera plus. Voilà, et tant qu'ils font à manger dans K-pop Demon Hunter, moi j'ai du travail. Tu fais un show cuisine aussi ici sur Mestory pendant 2 jours, à midi évidemment. Ça consiste en quoi? Explique-nous un petit peu. Alors là c'est la première fois que je viens à Mestory, donc je suis déjà très heureux. Le festival est vraiment génial et les gens sont très gentils. Donc voilà, habituellement je suis sur scène, les gens sont assis et je fais comme une masterclass. Là la cuisine elle est à côté de la scène et donc je suis vraiment au niveau des gens. Et du coup les gens peuvent beaucoup se rapprocher. Aujourd'hui on a fait une belle session, il y avait beaucoup de monde, c'était très sympa. Je cuisine une recette, je vulgarise, j'essaie d'expliquer comment la reproduire à la maison, j'essaie de répondre aux questions. Le but c'est qu'au début de la session, on n'ait que des ingrédients bruts sur la table et qu'à la fin de la session, on ait une assiette finie que les gens peuvent refaire chez eux. Alors on le rappelle, hein, tu es en show cuisine encore demain entre midi et 13h, en dédicace aussi sur l'espace Momie toute la journée. On va terminer juste avec très rapidement, je fais avec tous les invités un petit questionnaire tac au tac. Réponds juste très rapidement. Quel jeu tu pourrais refaire 10 fois sans te lasser? Skyrim, je suis à la 23e fois là. Il y a aussi pas mal de trucs à bouffer dans Skyrim en général. Quel objet geek tu rêverais d'avoir chez toi? Quel objet geek je rêverais d'avoir chez moi? L'épée de légende qui a tenu Shigeru Miyamoto pour annoncer Skyward Sword à l'E-Cube à l'époque, qui est actuellement exposé au Nintendo Store de New York. Très précis. Et le cosplay le plus impressionnant que tu as vu en convention? Alors ça c'est très dur parce que les gens sont de plus en plus fous par rapport à ça. Le cosplay le plus impressionnant c'est la princesse Zelda de Lunette Cosplay. Elle fait une princesse Zelda, celle de Link to the Past, qui est sublimissime. Voilà. Et il y en a aussi des très beaux aujourd'hui. Il y en a des très beaux, j'en ai vu des exceptionnels. Mais la scène cosplay à Metz, elle est méchante. Eh ben, on a discuté cosplay tout à l'heure avec le jury qui nous en a parlé, et c'est vrai qu'il y a aussi ce jury cosplay aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. On va terminer par un petit happening, un dernier. Nous on fait gagner plein de lots toute la journée ici et on fait gagner des maniques. On va te faire dédicacer une manique. Je vais signer une manique. Et comme ça on pourra la faire gagner. Moi tant que c'est pas un sous-vêtement, ça me va. Non, c'est bon. Voilà, hop. Je peux le poser sans que ça... Voilà, Gastronogeek qui est en train de dédicacer une manique. On fait gagner des maniques parce qu'on fait gagner plein de choses aujourd'hui, mais aussi ça. Et comme ça. D'accord. On en fera une deuxième pour Pierre en J, me dit-on. Merci beaucoup en tout cas. Et merci énormément. On retrouve toute la journée en dédicace sur le stand de Momie. La librairie Momie Metz. Librairie Momie. Merci beaucoup pour ta participation. C'est cool. Merci beaucoup.